Ah, le pouvoir central nous a rien dit du tout. Non, non, aucune orientation, ni vague ni précise. Les seules orientations, c'était les interdictions de l'État. Quand il y a eu les interdictions des marchés, j'ai tout fait pour remettre en place un marché à Crépy, pour voir comment on pouvait redémarrer nos marchés qui ont redémarré 8 jours après l'interdiction. Pas de directive particulière, plutôt du pragmatisme qu'on nous a détaillé plutôt que de réelles règles. Fin février, entre le 20 et le 28 février, on nous déconseillait, sans que ce soit vraiment strictement interdit, les grandes réunions publiques ou les grandes manifestations. Donc les premières mesures, d'abord sur la fermeture des établissements scolaires. Les élections étaient le 15, le lundi, il fallait qu'on ferme les écoles. Rien du tout. Dès le début de la crise, ça a été très compliqué. Nous n'avons pas eu de réponse à toutes nos interrogations. Comme les arrêtés n'étaient pas pris ni rien, ça a été un petit peu s'adapter du jour au lendemain. D'autant plus que c'est tombé à la fin d'une période électorale. Les élections le 15 mars et le 16, tout était confiné. C'est vrai que ça a été un vrai choc, c'est petit à petit. Les informations sont arrivées. Ensuite, il a fallu mettre en place les mêmes mesures dans les écoles. Donc là, on a eu une circulaire aussi de l'Éducation nationale sur les protocoles d'accueil des enfants, des soignants et tout. Et c'était plutôt pour nous confortable. Entre deux bureaux de vote, on s'est réunis pour organiser l'accueil des enfants des soignants, sans avoir de protocole clair de la part de l'Éducation nationale. Ensuite, petit à petit, on avait les informations du gouvernement, les protocoles sanitaires qui tombaient, qui changeaient tous les 15 jours. On est allé plus loin que ce qu'on nous demandait, à la fois l'ARS, la PMI, on est allé plus loin que ce protocole. Même sur la maison de retraite, on est allé plus loin aussi. Sur les écoles, on était plus loin. On avait maintenu les protocoles en sortie de confinement à l'école. On peut vraiment remarquer que tout au long de cette crise, on a vraiment une centralité avec ses qualités et aussi beaucoup de ses défauts. On a eu des lignes claires. Dès le départ, on a senti que les collectivités territoriales et spécifiquement les mairies demandaient à avoir des lignes nationales, mais qui puissent être déclinées localement en fonction de réalités. Par contre, ce que l'on peut regretter, c'est souvent la date de transmission des informations qui posait problème. On avait souvent des informations qui arrivaient la veille pendant la nuit, et donc c'est ça qui était surtout aussi quelque chose de très problématique. Ce qu'on nous disait, c'est qu'il faut jouer la cohérence, il faut être cohérent, il faut être rassemblé, notamment sur la question évidemment des gestes barrières. Par exemple sur la question des masques, moi les masques de l'État, je les ai jamais vus, hein. On les a commandés, on les a payés, mais après l'État nous a remboursé une partie de ces masques. On a utilisé tout ce qui était distanciation, organisation dans le travail, sur les transports aussi. Donc ça a été plutôt qu'on a dû s'adapter aux contraintes qui nous ont été imposées. En fait, on s'est adapté aux mesures qu'on nous imposait. Ouais. Oui, nous, on a utilisé tous ces éléments, c'était des éléments ressources. Et après, alors les protocoles sanitaires, c'est vraiment quelque chose qui a rythmé pour les ouvertures des écoles en particulier, où on s'est attaché à respecter à la lettre les protocoles, qui parfois arrivaient la veille pour le lendemain, ou un protocole modificatif. Cette lourdeur nous a demandé beaucoup de réactivité, et voilà, avec notre bon sens, avec les éléments de notre connaissance de la maladie, avec ce qu'on avait entendu, on essayait d'appliquer et de se dire ça va être ça, quoi. Après, est-ce qu'un maire peut se dire moi j'applique la règle comme je peux et comme je veux parce que je l'adapte à mon territoire et à mon dispositif. Je veux dire, le maire qui s'autorise à faire ça, il peut s'autoriser à tout aussi, quoi. Si vraiment il s'écarte de la consigne et de la circulaire, voilà, moi je voulais pas m'autoriser à ça. L'idée c'était quand même pas qu'on fasse ce qu'on voulait, c'était d'être plus près quand même de la consigne, mais ça c'était difficile. Nous avons surtout mis en place les arrêtés préfectoraux. Donc à chaque fois, il a fallu attendre que les préfets eux-mêmes aient des directives pour pouvoir nous transmettre des directives. Ce qui là aussi met toujours un temps de retard à l'allumage. Oui, bien sûr, on a appliqué donc les circulaires ministérielles, préfectorales, évidemment, les recommandations, les protocoles sanitaires. Bien évidemment, l'un des plus connus, c'est le protocole qui s'est appliqué pour les écoles. Ce sont des textes qui ont été très utiles. En ça, l'État a vraiment répondu présent. Encore une fois, il y a toujours eu cette problématique, parfois de compréhension, avec des exceptions, et surtout le problématique de délai. On les a imprimés, on les a affichés, on les a utilisés parce que dès l'instant qu'il y a un encart ministère ou République, forcément ça parle plus aux gens. Toujours très attentif et parfois impatient de recevoir des décrets, puisqu'en général c'est sous la forme de décrets. Oui, on attend le décret qui est pour nous notre table des lois.
Non, mais le problème, c'est qu'ils sont arrivés après la bataille. Tout d'un coup, il vous tombait des tonnes de feuilles qu'il fallait avoir lues, les 40 feuilles qu'il fallait avoir lues le lendemain pour mettre en place, et avec un luxe de détail qui n'était pas forcément toujours très adapté aux situations. Souvent, il y a effectivement des problèmes d'interprétation qu'il faut préciser, et même quand on pose la question au service de la préfecture, quelquefois eux-mêmes n'ont pas la réponse à nos questions. On a eu énormément de pression pour faire un arrêté local rendant possible l'ouverture des magasins, ce qui aurait été complètement illégal. Et ça a été, et c'est toujours très difficile à assumer, même si aujourd'hui, du fait de la réouverture, il y a moins de pression. Mais ça a vraiment été très, très difficile à assumer pendant cette période d'un mois, tout le mois de novembre en fait. Oui. La fermeture des petits commerces alors qu'on laisse les grandes surfaces. Bon, ça a été au niveau politique local extrêmement difficile à assumer, avec d'énormes pressions et effectivement un État qui fait la sourde oreille à toutes les récriminations, toutes les remontées de terrain qu'on pouvait faire. Effectivement, et c'est là où on voit, à mon avis, toute la limite de la centralisation de l'information. On a vraiment eu des difficultés d'interprétation. Il y a même eu, franchement, alors il y a eu aussi beaucoup de choses, il faut le reconnaître. La préfète de la Gironde et de la région Aquitaine a aussi fait beaucoup de réunions. On en avait une par semaine pendant toute la crise, de manière à nous permettre de lui faire remonter ce qui n'était pas forcément compris, et aussi de manière aussi à ce qu'on puisse lui faire remonter ce qui n'allait pas. Mais on a vraiment eu parfois l'acte juridique qui n'était pas critiquable, mais il y avait parfois des choses où ça manquait un petit peu singulièrement de capacité d'adaptation, et surtout parfois il y avait certains cas où on ne savait pas forcément répondre. Et donc là, il fallait savoir qu'est-ce qu'on appliquait. Ce qui est très compliqué, c'est que beaucoup de choses se sont faites à travers les médias, et que les associations, elles n'attendent pas la directive pour nous dire « Monsieur le maire, je voudrais que ça réouvre. Dans l'heure, il faudrait que ça réouvre. » Or, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, quoi. On a toujours des difficultés à les interpréter, je crois que c'est le propre de la loi. Elle est faite, et puis ensuite, il y a son application locale qui est plus subjective. Par exemple, ce qui a eu du mal à passer, c'est qu'une piscine voisine à quelques kilomètres était ouverte il y a quelques semaines, et nous avons dû fermer la nôtre. Le virus est le même à 8 km d'ici que chez nous. La population est la même. La logique d'application derrière qui a été plutôt compliquée à mettre en œuvre. On a passé beaucoup d'heures, beaucoup de nuits à faire des résumés de protocoles, pour faire en sorte de trouver une cohérence au milieu de tout ça. Alors, mais ça, c'était tout le sujet. Et ça l'est encore aujourd'hui. Au début, la traduction des circulaires, parce que la circulaire, elle est faite pour tout le monde. Je veux dire, pour une collectivité, pour une commune de 400 habitants, pour une collectivité comme la nôtre, pour des collectivités plus grandes, pour des intercos. Et donc, il faut pouvoir l'interpréter. Après, premier réflexe, on appelle la sous-préfecture. Comprendre, oui, mais après, comprendre la logique, de temps en temps, elle nous échappe. La plus grosse difficulté, c'est que souvent les arrêtés nous tombent le vendredi soir ou le samedi matin. L'exemple le plus flagrant, c'était les marchés. Dans un premier temps, les marchés sont supprimés. Dans un deuxième temps, les marchés peuvent ouvrir à condition qu'un certain nombre de règles de sécurité sanitaire soient prises, c'est-à-dire que les gens soient séparés, qu'ils aient des masques, qu'il y ait du gel, qu'ils ne se servent pas tout seuls. Donc là, on a fait des plans de marché pendant des soirées entières pour les soumettre à l'avis, parce qu'il fallait demander une dérogation à la préfecture pour réouvrir le marché. Donc on avait de notre côté la pression des syndicats de commerçants non sédentaires, sachant qu'il y a des communes qui n'ont jamais fermé les marchés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais appliqué la loi. C'est vrai qu'on s'est retrouvés sur la première quinzaine du confinement à devoir gérer des structures sans forcément avoir des protocoles clairs. C'était pour un port, donc effectivement ce sont les affaires maritimes, mais là ils avaient fait que Royan, Le Verdon, Arcachon, enfin voilà, parce qu'évidemment le port de Saint-André-de-Fusac ou de Bourg-sur-Gironde, enfin ça les intéressait pas, enfin ils savaient même pas que l'estuaire c'était dans la zone maritime. Donc nous on échappait à toutes les voies, donc il a fallu effectivement dire au préfet, mais nous qu'est-ce qu'on fait pour dire, nous dans une enclave maritime, là, voilà, il y a un port, c'est pas beaucoup plaisancier, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal que voilà, les services de l'État agissent à grande échelle. Le port d'Arcachon, le port de Royan, c'est des vrais sujets. Oui, mais après ça a bien évolué avec Madame la Préfète sur toutes les questions scolaires. Et là, je pense que ce qui était nécessaire, et ça a été fait après, c'est qu'on mette en place un petit groupe composé à la fois de représentants de la préfecture et de représentants des services des communes. L'intérêt, c'était quand même de faire ce rapprochement pour qu'on puisse ensuite après avoir les bonnes informations et savoir ce qu'on doit faire. Comment dire, c'est en cours d'expérimentation, en cours d'expérience que ça s'est mis en place. C'était pas prévu au départ.
Je ne sais pas si lacune c'est le bon terme, mais en tout cas ce qui a été vraiment compliqué c'est de remettre en route l'école. Et après, effectivement, les décrets d'application étaient très attendus. Ils arrivaient beaucoup trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est pour moi un des gros reproches de la crise, c'est qu'effectivement, il y a une annonce via du président de la République, du ministre de la Santé, donc sur toutes les télés, sur BFM, etc. Et aussitôt, ceux qui sont en première ligne, c'est nous. Et on nous demande tout de suite, par rapport aux décisions qui ont été prises, on n'avait aucun élément concret. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait une déclaration d'un président de la République ou d'un ministre qui souvent, ou parfois en tous les cas, était contredit 2 jours après. Sur la question des masques, c'est comme ça qu'on a commandé avec les départements plusieurs millions de masques pour pouvoir fournir les EHPAD et les services d'aide à domicile qui étaient complètement laissés de côté. On a bien vu que en fait, la souplesse que pouvaient avoir les collectivités territoriales, même dans le cadre d'appel d'offres, a permis de compenser très rapidement les lourdeurs de l'État. C'est-à-dire qu'on pouvait aller beaucoup plus vite que l'État. La première absence, et celle que tout le monde a décrite dans tout le pays, c'est l'absence de masques. C'était un manque permanent, une non-organisation. Enfin, au niveau de l'État, le préfet, lui, ne faisait que donner ce qu'il pouvait donner, mais aucune organisation, aucune anticipation. Il y a une chose qui a manqué, c'était de demander à tous les ARS et à toutes les préfectures de travailler avec les collectivités. Ce n'a été que du bon vouloir des préfets ou des ARS. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu, ils l'ont fait. Au départ, le couperet, je dirais, a eu du mal à passer en disant qu'on ferme tout du jour au lendemain et sans se soucier de comment est-ce que les gens peuvent s'approvisionner. Donc au début, sur les premières semaines, on ne peut pas en vouloir à l'exécutif parce qu'on ne sait pas clairement ce à quoi on avait affaire. Donc ils ont pris les mesures qui pour eux s'imposaient. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir sur le fait de l'anticipation. En revanche, sur les prises de décision et l'évolution de ces prises de décision, c'est là où il y a peut-être un hiatus. Au départ, on nous a indiqué que le masque n'était pas obligatoire et aujourd'hui, on est dans cette pièce et on le porte tous. Ces petits couacs qui sont juste des couacs de communication et avoir des décisions comme ça qui sont au départ des décisions scientifiques où même le monde scientifique lui-même n'est pas d'accord. Je pense que ça a été plutôt compliqué pour l'exécutif national de se dire tiens on prend telle ou telle position. Le souci c'est que derrière il y a des millions de Français qui vont l'appliquer ou non et ensuite ça va un petit peu entacher la voie présidentielle ou ministérielle qui donne une nouvelle information ou une contre-information au bout de la crise. Je pense que la véracité des propos qui émanent du président, du Premier ministre ou du ministre de la Santé commence un petit peu à s'étioler. On fait les choses dans l'ordre. On a la problématique qui se pose, on travaille, et une fois qu'on a travaillé, on envoie des instructions ou des directives. Là, il y a eu des annonces faites par le président de la République, il y a eu des annonces faites par les ministres qui se contredisaient. Après, on avait d'autres directives qui étaient encore autres, et c'est là où il y a eu une carence. Il y avait zéro anticipation, on a laissé périmer des masques. Et puis ces instructions qui changent tous les jours. Oui. On nous dit quelque chose le jour J à 17h le soir, le lendemain matin à 9 ou 10h, c'est plus valable. Mais oui, ça nous est arrivé de prendre des décisions qui allaient au-delà de ce que nous demandait l'État. Et puis qu'il a fallu pallier à des carences de l'État, mais on savait très bien, on ne peut pas laisser nos populations en disant rien n'était préparé. J'ai un document que je vais vous montrer, ça s'appelle un plan communal de sauvegarde. Seulement, il manque un paragraphe dans ce plan communal de sauvegarde, c'est un virus qui nous tombe dessus. Et j'ai demandé, quand j'ai été entendu au Sénat, qu'un article soit installé dans ce plan communal de sauvegarde pour nous donner en quelque sorte certaines directives et façons de voir les choses. Alors les mesures, au début de la crise, évidemment, on peut dire qu'elles n'ont pas été prises puisque effectivement il y a eu un manque d'anticipation, en particulier sur la question des masques. Je crois qu'aujourd'hui c'est évident, c'était presque un mensonge d'État en fait, où il y avait une raison d'État. En fait, en disant pour éviter la panique. Après, bien souvent, je pense que les dispositions qui étaient prises étaient d'aller dans le bon sens, sauf qu'en fait, ça revenait aux maires, aux collectivités, sans qu'on en ait les moyens. Par exemple, sur la question des masques au début, nous on avait des masques en stock, on les a donnés aux soignants. Heureusement qu'on n'a pas attendu la directive. Ce qui a pu nous contrarier, nous élus, c'est cette défiance, quoi. C'est-à-dire, ils ont jugé que peut-être il fallait nous expliquer que si on avait des stocks de masques, il fallait qu'on les donne au personnel soignant, alors que depuis 3 semaines, nous voilà. Je sais que la métropole, comme une ville, a des compétences limitées par la loi. Et là, c'est évident que, aussi bien à la métropole qu'à la ville, on a été au-delà de nos compétences, notamment pour aider les entreprises. Et en parfaite entente avec Madame la Préfète. Là, c'est sûr qu'on s'est affranchi d'un certain nombre de ces contraintes juridiques qui, s'il y avait eu un recours, par exemple, je pense qu'un tribunal administratif, ils auraient censuré.
On a demandé à la préfète, à un moment donné, bon, sur le marché, mais également tout dans un périmètre de 50 mètres de toutes les écoles. Voilà, donc que les gens mettent le masque dès l'instant qu'ils rentrent dans ce périmètre de 50 mètres autour des écoles, et puis vraiment de tous les établissements scolaires. Et ça a été accepté par la préfète. Si la préfète prend l'arrêté de verbaliser ceux qui n'ont pas un masque, la contravention est de 135 €. Si nous on le fait, elle va être de 90 €. Donc on a préféré que ce soit la préfecture qui prenne l'arrêté pour qu'on ait l'amende la plus importante. Non, c'était que c'était de la responsabilité individuelle. L'État, la région, le département, la mairie ne peuvent pas tout régenter, n'ont pas vocation à tout régenter. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on puisse dire aux gens, c'est de votre responsabilité de pouvoir faire attention dans telle ou telle chose. Et sur le couvre-feu et le port du masque, dans un cas particulier comme Talence, moi je ne crois pas aux mesures qu'on ne sait pas faire respecter. Le couvre-feu est une mesure prise par le maire, mais qui est par définition régentée par la police nationale. Or, la police nationale nous avait dit qu'elle ne serait pas en capacité de pouvoir le faire. Non, j'ai jamais été tenté de prendre ces mesures-là, en particulier celle du couvre-feu. Par contre, oui, on a pris des mesures qui n'étaient pas dictées par l'État, forcément. Par exemple, on a mis en place un service de nettoyage au début, mais après on nous a dit que ça ne servait à rien, donc on a arrêté. Mais un service de nettoyage devant les commerces qui étaient ouverts, les commerces principaux à l'époque. J'ai pas été tenté d'imposer le port du masque. J'ai peut-être fait une erreur, j'en sais rien. On a très vite décidé que la rue Sainte-Catherine était une espèce de centre commercial à ciel ouvert et qu'il fallait donc rendre le masque obligatoire rue Sainte-Catherine et rue Port-Dijon. Et assez vite, on a aussi considéré qu'il fallait élargir le périmètre. Et je pense que le dessin qui a été adopté, qui suit un peu le port de la Lune, était relativement lisible et clair. Mais on a quand même eu aussi un dialogue avec la préfecture sur ce périmètre. En général, j'évite de porter tout seul une action. On essaye systématiquement plutôt de faire entendre une voix, de se comparer aux communes voisines ou alors de faire un travail en commun. Par exemple, j'étais favorable au port du masque sur l'intégralité de la commune. Et pas si vous vous rappelez, à Bordeaux, la rue Sainte-Catherine était obligatoire, la rue Port-Dijon obligatoire, mais les autres, par contre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Je ne veux pas être la seule commune à imposer quelque chose à ma population. Enfin, moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée, parce que c'est déjà compliqué de faire appliquer les mesures là. En plus, il n'y avait pas de nécessité d'en faire plus, parce que franchement, la règle était respectée. Profiter de ça pour remettre un couvre-feu qui n'avait absolument, mesure qui n'aurait eu rien eu à voir avec la protection contre l'épidémie sanitaire, c'était pas le sujet, quoi. Non, parce qu'elles étaient suffisantes si elles étaient respectées. Parce qu'on est quand même en fait dans une commune encore rurale, urbaine plus exactement, et puis c'est trop après, c'est trop. Je veux dire, il faut aussi savoir ramener à la dimension de la ville où on exerce l'événement. On n'est pas allé plus loin parce que je ne l'ai pas voulu, mais c'était aussi induit par le fait qu'on avait un taux d'influence qui était très très bas. Les seuls moments où on l'imposait, c'était sur la scène, sur le spectacle, et les 3 ou 4 marchés qu'on organisait par semaine, où le masque était obligatoire parce qu'il y avait une proximité. Non, aucun. On aurait pu le faire, peut-être, mais ensuite, après, on n'allait pas nous recréer un conseil scientifique. Ici, quand même, on a des autorités très fortes, entre d'un côté l'ARS et de l'autre côté l'hôpital. D'un point de vue scientifique, il y a quelqu'un qui nous a été très utile, c'est le médecin du travail. Moi, je n'ai pas considéré, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'un comité scientifique territorial, à l'échelle de Talence, il n'y avait pas de pertinence en particulier. Sur la partie politique, la position que j'ai prise, moi, c'est de réunir l'opposition à chaque fois qu'il y avait des décisions à prendre. Non, absolument pas. De toutes les façons, je pense que la préfecture, à mon avis, ils ont dû recevoir quasiment les infos en même temps que nous, si ce n'est quelques heures auparavant. On a fait avec nos propres ressources internes. Le président là vient de mettre en place un comité scientifique régional il y a un mois. D'accord. Il y a évidemment des médecins, des économistes, des juristes, des spécialistes de l'environnement, un représentant d'usagers, psychiatre, sciences politiques, spécialistes de l'éducation. Voilà, et c'est très ouvert. L'idée du conseil scientifique, c'est comment on s'en sort, comment on rebondit demain et comment on anticipe d'autres crises. Il n'y a pas eu de comité scientifique territorial. Par contre, on avait, nous, une différence par rapport aux autres. C'est que dès le début de l'épidémie, l'Institut Pasteur est débarqué à Crépy-en-Valois.
Ambès a une grande chance là-dessus, c'est qu'elle fait partie de la métropole. Au pire, tous les 15 jours, on a un point Covid avec l'ARS, la préfecture et tous les maires de Bordeaux Métropole. Et ça, je dois vous avouer que quand vous avez les services de l'État, l'ARS en face, plus l'éducation nationale avec souvent la présence du DAZEN, c'est beaucoup plus facile. J'ai échangé avec des communes qui sont hors métropole, elles n'ont pas du tout le même niveau d'information. Moi-même, c'est moi qui ai informé certaines communes en leur disant « Regardez, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va sortir à telle heure, à telle date. Normalement, le Premier ministre ou X devrait parler. » Et on échangeait par SMS comme ça avec des maires voisins. Ce que j'ai fait, un conseil de résilience sanitaire pour qu'un comité soit très vite construit pour accompagner les élus dans la gestion surtout du déconfinement. Des crises comme celle-là, nous allons en revivre. Elles n'auront pas la même tête. Ce sera peut-être pas un virus, ce sera peut-être une inondation majeure, ce sera peut-être un CI. On a voulu démarrer avec un conseil relativement resserré d'une 20aine de personnes. Il est composé de manière paritaire femmes-hommes. Il est composé également de manière paritaire entre milieux médicaux ou médico-sociaux et non médicaux. On a des psychiatres, on a des cliniciens, on a des infectiologues, on a des spécialistes des soins palliatifs, on a des représentants d'associations d'usagers de la santé, mais on a également économistes, juristes, philosophes, démographes. Non, hélas. C'est là aussi où il y a un problème, parce que moi je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis pas virologue, je suis pas tout ça. Non, aucun appui, chacun se débrouille comme il peut dans sa ville. L'association des maires de Gironde et Mairie Info, qui lisent tous les textes pour nous et qui nous en font comment l'appliquer sur le terrain. Des conseils, après on a des directeurs et après on a des conseils, des avocats qui sont les avocats de la ville, qui peuvent nous accompagner. Oui, quand même, parce qu'en fait, on a davantage tiré au guet. Je pense qu'on s'est vu beaucoup plus souvent. On était dans un combat qui quand même avait les mêmes finalités. Je crois que c'est important de le dire. On a dépassé aussi, en tout cas moi j'ai dépassé, les frontières politiques habituelles. Moi j'ai joué totalement le jeu avec le gouvernement. Ça me paraissait nécessaire. Pour moi, ce que ça révèle, c'est que le fameux couple maire-préfet dont on parle, c'est pas vraiment un couple aujourd'hui. On a une vraie centralisation de l'information du pouvoir de décision et une vraie problématique de confiance de l'État dans les collectivités locales. Le président de la République l'a souvent rappelé, qu'il avait confiance dans les maires, oui, c'est vrai, mais d'un point de vue de la concrétisation, c'était pas tout à fait ça. Oui, nécessairement, la préfecture n'est pas forcément une instance que l'on voit au quotidien. Là, pour le coup, la préfecture, on l'a vu de façon beaucoup plus fréquemment. Moi, je dis clairement, je trouve que le boulot qui a été fait par Madame la préfète est remarquable et par ses services. Et donc, ils ont été modifiés, oui, parce que beaucoup plus fréquents. Non, absolument pas. La préfète s'est attachée à faire des déclarations publiques, donc nous, on suivait les déclarations. Nous, ce qui était vraiment important, c'est de pouvoir anticiper ou d'avoir des réponses. Donc si la préfecture pouvait nous les donner, oui. Mais à l'occurrence, moi, je pense que la préfète n'avait pas plus d'éléments que nous, qu'elle attendait que ce soit l'État qui fixe le cap. Alors, les rapports de la région, ils n'ont pas été très bons avec les préfectures. Ouais. Ils ont été tendus par moments, ils ont été collaboratifs à d'autres. Non, ça n'a pas modifié les rapports avec la préfecture parce que c'est très personne dépendant, en fait. Dans ce cadre-là, c'était vraiment une préfète qui répondait aux ordres de Paris. Effectivement, j'ai eu des relations étroites avec monsieur le préfet, avec qui on a beaucoup travaillé ensuite, avec la sous-préfecture. On a eu beaucoup de relations du fait de ce Covid. Olivier Véran, ministre de la Santé, est venu faire une conférence de presse à Crépy. Absolument pas. Non, alors nous, on n'a pas été en contact avec la préfecture directement. On a été en contact avec la sous-préfecture parce qu'ils ont toujours répondu au téléphone. Ils ont toujours fait des efforts pour essayer de nous aider, mais parfois ils étaient un peu démunis. La préfecture, autrement dit l'État, diligente une réunion hebdomadaire tous les vendredis matins avec tous les maires de la métropole de Bordeaux, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, avec le DAZEN. Donc chaque maire réagit un petit peu aux propos de la préfète. Et la préfecture, quand les communes les appelaient, ils disaient « vous avez qu'à appeler la Cano, nous on n'a pas le temps, on va vous dire comment il faut faire ». C'est vrai que la préfecture était sous l'eau, mais on a eu un rapport quand même privilégié, que ce soit avec la préfète ou avec la sous-préfète d'Arcachon quand elle était en poste. Elle nous a accompagnés quand on a fait le forcing sur les plages dynamiques. Quand on l'a appelée, elle était très très réactive, elle était très présente. On n'a pas été abandonné par les services de l'État. Seulement les services de l'État, ils ont eu leurs limites à un moment donné.
Pour la question des masques, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, et je pense qu'on a vu que certains avaient été plus rapides que nous pour commander et faire fabriquer des masques, donc on n'a pas pris trop de retard, mais oui, là on a pu regarder effectivement que d'autres métropoles s'étaient engagées dans cette voie-là, et on a trouvé que c'était une voie à suivre. Oui, je pense qu'on était tous un peu attentifs à ce qu'on faisait les uns les autres, voilà. Donc on est en visio dans ce réseau des villes santé de l'OMS qui partagent des expériences ou des idées. Et on s'inspire particulièrement de villes comme Grenoble, Rennes ou même Paris. Début juillet, j'ai vu que Paris mettait en place Paris-Plage, mais en profitait pour y installer des tentes de dépistage, ouvertes à tous, gratuites, etc. Et je me suis dit, le jour même, il faut qu'on fasse ça à Bordeaux. On a pris les communes qui avaient les problématiques les plus proches des nôtres, c'est-à-dire, voilà. Enfin, pas ici en tout cas. Pourtant, on devrait, puisqu'on a certainement les mêmes problématiques, mais non, ça ne s'est pas fait. Donc on n'a pas eu le temps, enfin. En général, c'est ce qu'on fait, on va regarder ce qui se passe ailleurs, il y a eu des bonnes idées ailleurs, donc quand il y a des bonnes idées ailleurs, il ne faut pas se gêner pour les prendre. Ah bah oui, on partage quand même entre régions. On a quand même Région de France, qui est une association de toutes les régions, sur lesquelles il y a un certain nombre de commissions thématiques et où on discute. Oui, très clairement oui. L'ancien président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet, réunissait l'ensemble des 28 maires. Parfois, on s'échangeait des éléments sur la compréhension des textes. Et puis, des solutions, oui, en disant, voilà, tiens, moi j'ai fait comme ça pour le marché, moi j'ai fait comme ci, etc. Donc oui, il n'y a pas de honte. Je pense que toutes les solutions ont été bonnes à prendre, de la même façon qu'on a mis des choses en place à Talence qui ont été reproduites ailleurs. Mais des communes voisines, et c'est vrai, plus éloignées. Je m'aperçois qu'il n'y a eu aucune entraide entre les communes. La seule chose, c'est que nous dépendons d'une communauté de communes, on fait la communauté de communes du Pays de Valois. On a mis en place un achat groupé de masques. Toutes les communes pouvaient commander à la communauté de communes pour récupérer les masques. C'est la seule chose qui a été faite. On avait des réunions régulières, au moins entre maires, ce qui permettait d'échanger aussi les bonnes pratiques. Tiens, je fais comme ça chez moi. Comment ça se passe chez toi, ton marché, et du coup ça permettait d'échanger, ça permettait aussi d'avoir une vision prospective sur les moyens, notamment la commande de masques. Est-ce que tout le monde est d'accord et on parle d'une seule voix pour commander des masques, pour l'appliquer à tel endroit, devant les écoles? Et ça a été très intéressant pour que ensuite les services de l'État puissent prendre les bonnes dispositions, notamment sur le fameux le masque obligatoire devant les écoles. C'est issu parce que les 28 maires étaient favorables. Ben c'est ce qu'on a fait sur les marchés. Enfin, voilà, nous, on a appelé ailleurs. Parce qu'en plus, on s'est dit, on est plusieurs communes à avoir des gros marchés comme ça de plein air. Il faut qu'on essaye de faire la même chose. Parce que sinon, les commerçants sont sédentaires. La pression va être plus grande. C'était voilà, de faire les choses à peu près de façon similaire. Les maires, Bassins, Blaye, Libourne, enfin voilà, autour. Ça fonctionnait. Absolument pas. On a chacun fait dans notre coin. Et c'est pareil. Dans l'urgence, chacun s'est adapté. On n'a pas eu le temps de se concerter. Alors maintenant, ça va un peu mieux là, depuis un mois avec la métropole. Mais jusque-là, non, chacun était dans son coin et se débrouillait comme il pouvait. Non, en fait, pas du tout. Je prendrai l'exemple des sauveteurs. Quand on a rouvert les plages pour les plages dynamiques, on a aussi ouvert la surveillance des plages. On s'est réuni tous les maires de Gironde du littoral et on a monté un protocole pour tous les postes de secours de la Gironde. On a ouvert nos plages sur le même modèle. Donc, ça a été un débat collectif. On a été l'une des premières communes lors du premier confinement à mettre en place une aide pour les commerçants sur les loyers. Lors du deuxième confinement, là, depuis un petit peu plus d'un mois, on a environ entre 5 et 10 sollicitations toutes les semaines d'autres communes. Alors moi, au début, je ne voulais pas prime sur les étudiants Covid. Et au début, je disais, les étudiants, s'ils sont embauchés, les étudiants infirmiers, il faut qu'ils soient salariés. Et puis en fait, j'ai bien vu que c'était vachement important pour les étudiants qui étaient en stage dans les services Covid, etc., d'avoir une reconnaissance. Et ça a été démarré par d'autres régions et fait par nous ici après. C'est une réalité d'ailleurs qui me surprend beaucoup, même au niveau aujourd'hui, là, quand je suis président, c'est que en fait, toutes les métropoles sont très autonomes. Il y a une association qui regroupe toutes les grandes métropoles et toutes les grandes villes, les deux en même temps, où on peut échanger, ça peut être intéressant de voir là, mais c'est pas systématique, loin de là. Chacun quand même, parce que chacun aussi est confronté à sa propre réalité, quoi. J'ai été convoqué, j'ai pas dit invité, j'ai bien dit convoqué, au Sénat, à la commission qui a été mise en place pour le virus. C'est pour moi la seule représentation de l'État qui m'ait demandé de venir m'expliquer. Nous, non, c'était pas le même sujet. Franchement.
Depuis 2 mois, ouais, 2 mois. On se voit avec les maires de la métropole, avec madame la préfète. Là, effectivement, ça va mieux. Mais jusque-là, non, chacun était dans son coin. Et parce que nous, les maires, on a dit, il faut qu'on se parle, entre maires de la métropole au moins. Une fois que les maires tous les maires ont été élus, je vais le dire comme ça, c'était plus facile de savoir à qui on parlait ou pas aussi. Non, non plus. L'essentiel a été d'un côté de reprendre les dispositions qui avaient été arrêtées par l'ancien président qui s'appelle Patrick Beauvais, qui étaient de bonnes dispositions. Mais donc la grande différence entre la première et la deuxième vague, c'est que autant la première vague était dominée par le souci sanitaire, autant la deuxième était, elle, obsédée par la question des entreprises et donc évidemment de l'emploi. Et ce qu'on a fait aussi bien dans la première que dans la seconde vague, c'est qu'on a été l'interface entre les communes qui sont beaucoup plus proches du terrain et puis l'État. Voilà. Régulièrement, nous faisions des réunions avec d'un côté la préfecture, donc Madame la préfète ou son secrétaire général, et l'ARS, souvent le DAZEN, et puis d'autre part les 28 maires. Le président a mis en place très rapidement des réunions hebdomadaires avec l'ensemble des départements, même au début bi-hebdomadaires, avec les 12 départements de la région, puis ensuite hebdomadaire, et puis ensuite ça s'est un peu espacé, et puis des réunions avec les grandes agglomérations et des réunions avec les EPCI, et que donc on a travaillé en coopération avec eux, on a monté des groupes de travail transversaux, sur la santé, sur le transport, beaucoup au moment du déconfinement, sur le transport, sur l'éducation, effectivement. Et puis on avait ce rôle aussi de faire remonter à la préfecture et au-delà de la préfecture, évidemment au gouvernement, les questionnements qui étaient très nombreux des maires. On pouvait ressentir chez certains maires une incompréhension, mais en même temps les maires ont été très responsables. Oui, on a des échanges. Hein. Sur la première vague, parfois ça a été un peu difficile qu'à l'ARS. On voulait mettre en place un centre de dépistage. Ça a été quand même la bannière pour le faire, que l'ARS visiblement n'y était pas favorable. Plutôt que de nous dire non, l'ARS nous a dit on verra la semaine prochaine, et c'était de semaine en semaine. Je pense que quand même que l'ARS devrait aussi un peu ouvrir les portes et les fenêtres et apprendre à travailler avec les collectivités. Alors oui, l'ARS est venue à chacune des réunions qu'on organisait donc avec les 28 maires de la métropole. L'ARS en fait venait et a répondu aussi à beaucoup de questions d'ordre très pratique. D'abord, et c'était là où c'était très pratique, c'était que ça nous éclairait sur les statistiques nationales, statistiques régionales, mais aussi départementales et locales. Après, il y a quand même eu beaucoup de confidentialité, par exemple sur les clusters, nous on ne savait pas quand il y avait des clusters sur nos propres communes. Donc ça c'était quand même un point que j'ai moi personnellement jamais compris, c'est qu'un maire est capable de conserver des informations confidentielles, mais c'est quand même intéressant d'avoir des informations là-dessus. Donc je pense que là il y a vraiment une marge de progrès à avoir avec l'ARS. Donc l'ARS était ressource pour ses publications et les bilans, qui était quand même un document important pour nous. L'ARS, ici, et j'en rends hommage à son directeur, a été tout de suite dans le repérer, isoler, tracer. Dès le début. Voilà. Après, le directeur général de l'ARS, il me dit lui-même, c'était à la préfète de travailler avec les collectivités. Elle ne l'a pas fait. Et là maintenant, sur la vaccination, on les a sollicités, ils nous ont envoyé PET. C'est pour ça que quand je vois un communiqué de presse dans lequel ils disent qu'ils ont concerté avec la région sur les vaccinations, ça fait 2 fois plus rien. Effectivement, j'ai eu des relations étroites avec le directeur général de l'ARS. Si vous appelez ça de la collaboration, oui, on peut les appeler, mais quand on leur demande quelque chose, en l'occurrence ce que dit le président de la République, la réponse est non. On a des liens très très continus avec l'ARS. Nous, collectivités, une réunion en audio organisée par la sous-préfecture avec l'ARS sur le territoire. C'était très compliqué parce qu'un audio avec des maires en direct, ou en tout cas en plus en zone blanche, là où ça marche plus ou moins bien, c'était tendu avec l'ARS, pas nous directement, mais avec parfois le département, avec vraiment les structures hospitalières ou médico-sociales. C'était compliqué parce que là aussi, on avait l'impression qu'il y avait toujours du retard à l'allumage. Ils arrivaient à se mettre d'accord sur une mesure, quand parfois le maire n'avait pas attendu, ou le président s'était dit bon, on va le mettre en place et puis on verra bien après ce qui se passe, quoi. Donc, parce que c'est le problème des informations, des décisions descendantes, quand il faut que ça s'arrête à chaque étage, ça prend du temps.
Ah, c'est compliqué. Quand on a eu des cas contacts, pour les joindre, pour les protocoles, c'est compliqué. Mais ils sont débordés. Et puis ils ne veulent pas nous donner d'infos. Ils nous donnent les chiffres métropole, Gironde, mais ça s'arrête là. Difficile avec l'ARS parfois, parce que on avait en face à nous une administration avec des doctrines sanitaires qu'on ne comprenait pas. Ah ben oui. Absolument. Nous avons reçu des notifications de l'ARS par rapport notamment à notre EHPAD. L'ARS a énormément fait pour doter les établissements. On avait des comptes rendus quotidiens de l'Agence régionale de santé. Non, l'ARS était au tout début inexistante. Et je pense qu'eux-mêmes étaient totalement débordés. On a beaucoup restreint, il fallait restreindre la circulation, donc on a restreint évidemment la fréquentation de tous les équipements. Nos grands équipements aujourd'hui, culturels et sportifs, ont beaucoup souffert, notamment évidemment les équipements culturels, puisqu'ils sont privés totalement de recettes. La réponse est oui, clairement, oui, et définitivement oui. J'ai félicité tous les agents. Dans certains cas, on a eu un service public qui a été même augmenté par rapport au train commun. Ça n'empêche que ce qui était très compliqué, c'est qu'on agissait avec une double casquette. La conscience que ce service public, il est fondamental pour les habitants, mais aussi la protection des agents dont on a la responsabilité. On a organisé tous les services, jour par jour, parfois même heure par heure, semaine après semaine. On s'est attaché à gérer la crise de notre mieux, donc de communication, de mise en place de la continuité du service public, pour le portage des repas, on a quasiment doublé le portage des repas, parce que c'était un service important. On a mis en place un service de livraison à domicile pour des personnes qui le demandaient, de médicaments ou de courses. Voilà. On avait une quarantaine d'agents qui ont fait les courses pour les personnes âgées, pour les personnes isolées. Ils sont même allés au-delà de leur propre rôle au sein du service public. Et ça, je pense que les gens s'en sont souvent rendus compte quand on leur rendait service, mais qu'on ne s'est pas aperçu aussi à quel point ce service public il s'est vraiment adapté. C'est-à-dire que je suis un agent du service du jardin, je vais reprendre cet exemple-là, toute l'année je m'occupe d'un jardin et je le fais bien, mais pendant 2 mois, je me suis transformé en livreur. On a mis en œuvre quand même un espace étudiant, d'accueil, info étudiant au sein de notre maison de la jeunesse. On a gardé notre bureau de poste ouvert, on était un des derniers de la rive droite, on a des gens qui arrivaient de partout. Parce que pour nous, dans ce moment-là, la continuité du service public était une des choses les plus importantes. Alors on s'est attaché à quasiment tout maintenir, donc soit à distance, visio, téléphone, soit par des ouvertures présentielles. Et même des services que certains ne considèrent pas comme essentiels, puisque par exemple, nous, l'école de musique, l'école de danse, c'est des choses qui ont continué en visio. Nous, on a fait des choix qu'on pensait... J'ai une chance, c'est de pouvoir compter sur des agents et des élus qui sont disponibles et dévoués. Donc du coup, on a mis des agents, ceux qui le souhaitaient, ceux qui étaient fragiles, au repos. D'autres, au contraire, qui souhaitaient travailler avec un roulement, mais ça s'est toujours très très bien passé. En tout cas, on a fait le maximum pour que les habitants puissent toujours trouver l'interlocuteur mairie très facilement, très directement. On a adopté, comme d'autres services publics, le principe du télétravail pour protéger les agents, mais aussi pour assurer la continuité du service public. Pas de rupture ici, ça a été compliqué entre la distanciation, les mesures d'hygiène, le non-brassage notamment des enfants. On a assuré le service public dans un premier temps, c'est-à-dire l'accueil mairie, mais on a fait 3 équipes, c'est-à-dire qui travaillaient une semaine sur 3. Comme ça permettait d'avoir toujours quelqu'un en effectif très réduit sur la mairie, pour les accueils de loisirs et autres. Et d'ailleurs, sur la commune, on a eu quand même pratiquement pas de cas. Du coup, il était encouragé le télétravail, les services municipaux devaient continuer d'être ouverts, en tout cas ici, il y a quand même un certain nombre, l'état civil, la question de la gestion des décès, il fallait quand même nourrir les enseignants et les enfants qui restaient à l'école. Et voilà, l'entretien, la propreté, ça c'était le plus compliqué parce que là par contre, on avait quand même un périmètre de décision, malgré tout, il y avait le grand cadre, protéger les gens, éviter que les regroupements, les contacts interphysiques, nettoyer. L'État a répondu à nos demandes et nous a facilité la gestion de notre collectivité au quotidien. Certains agents de l'État ont fait du zèle, un peu ralenti dans notre action, ça nous a un peu énervé, mais en grande majorité, l'État a fait les textes qu'il fallait pour nous permettre de gérer nos communes au mieux et on n'a pas eu d'empêchement pour faire avancer l'activité de la commune. Alors, la seule rupture qu'il y a eu, c'est que la mairie est restée fermée 8 jours parce qu'on était tous en confinement à cause de moi. N'ont pas été arrêtés. Au niveau de la communauté de communes, les ordures ménagères ont continué. Les seules choses qui ont été fermées, ce sont les déchetteries
sauf services arrêtés par l'État, comme les écoles, évidemment. Alors il y a eu 2 périodes. Il y a la période qui va du 15 mars jusqu'au 25 mai et celle depuis le 25 mai. Pendant la première période, c'était assez compliqué. Il fallait réunir des conseillers municipaux qui n'étaient plus élus. Il fallait informer des conseillers municipaux qui allaient être élus, mais qui ne l'étaient pas encore. Donc on n'a pas eu de réunion du conseil municipal au sens légal du terme. En fait, on a fait tout simplement des conseils municipaux informels. À partir du déconfinement et jusqu'à aujourd'hui, là, on a des conseils municipaux qui sont constitués avec des gens qui ont été installés. Donc, on les a adaptés. On s'est adapté. Je rappelle qu'on a eu des conseils municipaux en huis clos, etc. Mais là, la loi prévoit tout ça. On a eu aussi des allègements d'un point de vue du quorum. Alors, donc nous, on s'est installé dans la salle des fêtes avec toujours en huis clos, en fait. Et on a fait une retransmission vidéo pour le conseil municipal d'installation. En fait, la première séance plénière a autorisé le président à faire un certain nombre de dépenses dans le cadre des aides d'urgence. Ce qui fait que le président, ce qu'il ne peut jamais faire d'habitude, a pu signer toutes les aides d'urgence qui ont été faites, en particulier aux entreprises, les achats des masques, puisque le président avait cette autorisation exceptionnelle qu'il n'a pas d'habitude. Et ensuite, assez rapidement, on a repris le fonctionnement, je dirais pas tout à fait habituel, mais presque, en tenant nos séances en visioconférence. La plus grosse difficulté, c'est une fois que nous avons été élus, parce qu'on a été élus au premier tour, donc au soir du 23, au lendemain et le surlendemain, normalement quelques jours après, vous installez le nouveau conseil municipal et vous commencez à travailler avec votre nouvelle équipe. Et là, je dois vous avouer que c'était le flou total parce qu'Emmanuel Macron a parlé le lendemain, annonçant un confinement total. Mais non, ça a été avec un grand respect des gestes barrières, avec tout le monde à 1m50. Qui ne se fait plus dans la salle du conseil municipal, malheureusement, parce que le conseil municipal de Bordeaux se fait à la métropole. Et puis là, celui qui devrait se faire fin novembre, avec un autre fin décembre, eh bien, on va les réunir début décembre. Les élections se sont tenues, on proclamait les résultats des élections le soir. Le conseil municipal ne pouvait pas se mettre en place parce qu'à partir du 16 mars, toute réunion de travail était interrompue. Ici, c'était encore l'ancien conseil municipal qui gérait les affaires de la commune sans pouvoir se réunir avec des conseillers qui étaient partis, les nouveaux élus qui n'étaient pas installés. Et donc il y a eu un flottement à un moment donné sur qui décide quoi, qui on réunit. Alors, le premier conseil municipal, qui était en plus le conseil municipal d'installation des nouveaux élus, a eu lieu en visio. Enfin, les élus étaient dans la salle, mais il a été diffusé plus exactement. Et les autres conseils ont eu lieu en présentiel, avec un public restreint. Dispositif dérogatoire pour toutes les tenues des assemblées, les règles de quorum, l'engagement, les méthodes de délibération. On l'a fait, on est une grande salle, on est 27. Mais la difficulté d'une réunion comme le conseil municipal, c'est de préserver quand même si c'est public, l'intimité du conseiller municipal. S'il est chez lui, d'abord il peut être un peu perturbé. Quand vous êtes en conseil, seuls les conseillers municipaux peuvent s'exprimer. Le public doit se taire. Donc, la vidéoconférence peut amener peut-être ces difficultés. Pendant la première période de confinement, tous les conseils municipaux ont été annulés. Et donc, nous avons organisé ce conseil municipal d'installation et tous les suivants, il y en a un autre la semaine prochaine qui sera au même endroit, à la salle de fête de notre commune. De conseil municipal pendant toute la première vague. On a fait l'élection du maire en présentiel, mais pas dans les locaux d'ici, dans le pavillon du Pain-Magalan. Depuis, lors de la seconde vague, on a fait à peu près tous les systèmes. Par exemple, il n'y avait pas de public, puisque les élus avaient pris la place du public. Et on a assuré la publicité par Facebook et par YouTube. D'abord, on a augmenté les transports. On a donc ajouté davantage de tramways pour qu'il y ait moins de monde dans les transports. Donc, sécuriser l'offre, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde ait un masque dans le transport en commun. Ça, on avait pris notamment en vue avec Madame la Préfète et avec les 28 maires pour qu'il y ait un arrêté qui oblige le port du masque dès l'arrêt de transport. On les a adaptés. Alors, on a évidemment des gens qui étaient moins présents. Je rappelle aussi qu'on a dû aussi accélérer énormément d'un point de vue télétravail. Le télétravail qui n'était pas forcément quelque chose de très culturel dans la fonction publique territoriale. On a parfois ajusté les horaires d'ouverture. En fait, l'arme vraiment qui a été le plus efficace, c'est la prise de rendez-vous. Ça a été suivi, accompagné. Donc il y a eu un système de primes qui a été mis en place à la métropole pour remercier les agents qui se sont investis à ce moment-là. Mais là, l'État ne nous aide pas. Donc assumez votre rôle, collectez vos déchets.
Comment ça se passait ? Tout simplement, c'est une cellule autour du maire, c'est une cellule de crise autour du maire qui se réunissait une fois par semaine avec tous les services, avec 4 codes. Le code A, c'est une activité qui demeure par rapport à un temps normal, voire même qui est renforcée. B, qui demeure mais qui est légèrement dégradée. C, qui est dégradée mais qui peut être produite à la demande. Et D, une activité qui est fermée. On catégorisait chacun de ces services. Amonceler les ordures un peu partout dans la ville, dans les villes, c'était pas la bonne solution. Et donc il fallait quand même qu'on maintienne une collecte des déchets, ce qui a été fait. Avec une organisation par équipe. On a aussi réussi à maintenir un peu de restauration scolaire. On a aussi accueilli les enfants des personnels prioritaires. Il y a du télétravail, et c'est toujours sur la base du volontariat quand même. Sauf pendant la première période. Les déchets, alors nous, le déchet c'est un syndicat. Le syndicat a mis en place effectivement un service pour la collecte, ramasser les déchets et tout. Ensuite, le traitement et la valorisation, c'est-à-dire les chaînes de tri et de valorisation ont été interrompues. Les entreprises ont fermé, les usines aussi. Donc ils ont minimisé la collecte et les zones de stockage, elles sont limitées. Sachant qu'une partie du personnel était en autorisation spéciale d'absence, que d'autres étaient en autorisation d'absence pour garde d'enfants, puisqu'il n'y avait pas école. Donc tous ces syndicats ont dû fonctionner avec la moitié du personnel. C'était ça la difficulté, c'était de maintenir malgré tout certains services avec des rendements, ou en tout cas un périmètre assez important, avec des moyens diminués. Et après, avec ceux qui pouvaient travailler, on a organisé le service minimum scolaire, et ensuite l'état civil, la sécurité publique, le nettoyage des trottoirs. Et après, les équipes des techniques des bâtiments, etc., on a maintenu aussi des équipes qui ont pu assurer tout le nettoyage de nos autres bâtiments. Donc du coup, on en a profité. On ne savait pas comment ça allait reprendre ou pas, pour faire une désinfection et un nettoyage complet de tous les sites qui soient occupés ou pas. Et donc avec les équipes qui restaient, on a organisé comme ça, 1 semaine sur 2, chacun en poste isolé, l'entretien, le nettoyage des classes, du mobilier. On a même rouvert la déchetterie avant que ce soit permis. Là aussi, ça a été une relation avec le préfet. On a demandé à rouvrir nos déchetteries, on nous l'a permis. On ramassait les ordures ménagères, comme d'habitude, on n'avait rien changé. En particulier pour les écoles, on nous a fermé les écoles. On a dû ouvrir pour l'accueil des enfants, c'était pas facile. Trouver des agents disponibles, en mesure de pouvoir venir travailler et accueillir ces enfants dans les écoles et dans les crèches. En particulier pour l'entretien, pour la désinfection, pour maintenir la restauration. Alors tout ça sans beaucoup d'informations. On travaillait toujours un petit peu dans le flou. Bon, tout s'est bien passé. De moyens supplémentaires, non, on n'en a pas eu du tout. C'est l'inverse. Et puis il y a un phénomène aussi qu'il faut signaler, c'est que tous les bénévoles n'étaient plus là. Donc ça a été vraiment un frein très important au service public. Les moyens, c'est moi qui les décide. Donc par définition, si je disais non, je dirais que c'est pas fait mon boulot. Donc on a mis en œuvre, la priorité ça a été le quoi qu'il en coûte, même d'un point de vue local, on l'a mis en œuvre. L'État a fait quelques concessions, notamment sur la prise en charge de masques, mais qui va payer la note, quoi. Et donc là, il y a un vrai point d'interrogation. Il y a une vraie incertitude vis-à-vis de nos capacités financières, ça c'est sûr. Et sur le personnel, nous on n'a pas eu de problème parce qu'on a des agents qui ont accepté vraiment d'être volontaires ou de travailler, qui n'ont pas rechigné, ou donc on n'a jamais eu de problème là-dessus. Vraiment. Et on a eu des cadres, en tout cas, et des agents d'encadrement qui ont été très réactifs, très mobilisés et très efficaces. Voilà. Donc ici, on avait une sorte de cellule de solidarité. La chaîne de solidarité a plutôt bien fonctionné. On n'a pas eu droit au chômage partiel. On a payé nos agents à 100% pendant 2 mois. Rien de plus, plutôt moins. Si on prend que les masques pour le personnel, c'est un peu plus de 700 € par semaine. Une ville comme la ville de Parempuire a un budget en fonctionnement d'un peu plus de 9 millions. Alors il y a les masques, il y a les produits d'entretien, c'est très peu. C'est le budget d'une commune de 6 000 habitants à peu près. On a mis plus de personnel puisqu'il faut nettoyer. Après, on est déjà pas loin de 20 000 €. Et c'est pas fini. Il a fallu recruter quelques contractuels justement pour pallier à ce surcroît de travail. Le Covid
là sacrément augmenté les charges de personnel. Donc, on avait loué des ordinateurs portables à tout le monde, et on avait organisé déjà le télétravail, ce qui fait que le premier jour du confinement, on était prêt. Eh oui. Après, pendant le confinement, on a eu aussi à gérer d'autres équipes. Dans le service public, le travail doit être fait, quoi qu'il arrive. Donc ceux qui n'étaient pas là, le travail a été fait par ceux qui étaient là. On a créé sur notre budget une ligne spéciale Covid. Derrière, la promesse de l'État, c'est de nous rembourser 50% de ces dépenses. Moi, je considère que les mairies ne doivent pas faire ce que l'État doit faire. En l'occurrence, c'est à la police nationale, à la gendarmerie de surveiller les autorisations de sortie et d'aller-venue des gens. On a demandé, nous, des contrôles, mais on n'a jamais verbalisé, c'était mon ordre, de manière à faire beaucoup d'éducation et pas de sanctions. Et on n'a pas eu de moyens spécifiques particuliers. Pour moi, il y a aujourd'hui un manque criant, c'est la partie sécurité. On n'a aujourd'hui clairement pas assez de fonctionnaires de police sur notre territoire. Il y a deux crises du Covid. Il y a la première où tout était fermé. Donc celle-là, même nos services, nous, en interne, en mairie, on les a quasiment tous mis au repos. Donc il n'y avait pas forcément, nous, en petite commune, besoin de beaucoup de moyens. En revanche, le confinement bis, c'est là où on nous demande un petit peu plus de choses, c'est-à-dire que de veiller au respect des gestes barrières, au respect du masque devant les écoles, au marché, écarter, mettre du barriérage. C'est là où, en termes de compensation, il n'y en a pas. C'est un peu compliqué pour rappeler les règles. On a mis en début de confinement, on a bien mis une semaine à faire comprendre à tout le monde qu'il fallait rester à la maison et que le surf, c'était pas une option. Donc ça a été assez dur la première semaine. Puis petit à petit, finalement, les choses se sont mises en place. Moi, j'ai pris la décision de ne pas fermer les parcs et les jardins municipaux. Les gens qui habitent dans des résidences avec des enfants, je trouvais quand même plus intelligent qu'ils puissent sortir 1 heure par jour dans le parc, faire courir les enfants. On s'est rendu compte que les gens respectaient. Non, c'est la police municipale. C'est tout. Vous pensez qu'ils étaient suffisants, ces moyens ? Oui. Oui. D'accord. On a les moyens. Après, sur les budgets, c'est pareil. On fait l'avance quand il faut acheter du matériel, etc. Les collectivités ont l'habitude. On a des policiers municipaux, donc ils ont fait le travail, ils ont contrôlé. On était à l'appui des forces de gendarmerie. Nos policiers municipaux ont effectué des contrôles, notamment dans les rues, dans l'espace public ou sur des marchés. D'un côté, des contrôles de masques, ça c'est plus facile. Également des contrôles d'attestation. Ou bien sur le pourtour des écoles, par exemple, ils allaient voir si les gens respectaient bien les consignes. Non, on a eu une enveloppe de remboursement pour les masques qu'on avait fait. C'est pareil, deux élans de solidarité du département, de la Gironde et de la région, qui nous ont fourni aussi des masques qui nous ont permis du coup de faire une deuxième distribution de masques, de compléter celle qu'on avait déjà faite. Ouais. Spécifique, si, les plateformes de visioconférence, mais sinon, non. Matériel humain, il n'y en a pas eu du tout. On manque vraiment de moyens dans ces cas-là pour organiser des dépistages. Donc c'était l'ARS qui nous a proposé ça. Et c'est nous qui avons dû fournir le personnel pour faire les dépistages, quoi. L'aide, elle a été très 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 faible. Au niveau humain, en tout cas, c'était plus à nous d'apporter de l'aide à l'État qu'à l'État de nous en apporter. Non, il n'y en a pas eu, sauf l'autorisation de donner une aide à nos commerçants, sauf également la prise en charge par l'État d'une partie des masques et pour acheter du gel. Nous, on a dû gérer la crise des masques, des gels hydroalcooliques, des EPI, c'est-à-dire les gants, les blouses et des choses comme ça. Dès le 25 février ou comme ça, on a commencé à évoquer la pandémie. Nous, on avait à l'échelle intercommunale un stock de masques. Même le gel, on n'arrivait pas à se fournir en gel. C'est les médecins qui m'ont appelé au secours pour me demander du gel. Enfin, le boucher, c'est pareil. C'est nous qui les avons distribués, ils ne sont pas remplis les masques. H1N1 fait remonter de la cave ces stocks de masques. On n'avait pas de consigne sur qu'est-ce qu'on fait de ces masques-là. Donc la première chose qu'on a fait, on les a mis à disposition des personnels soignants. Mais à ce moment-là, le personnel qui travaillait dans les écoles n'avait pas de masques. Après, on a fait fabriquer des visières en plastique, on a mis des plexiglas et puis eux-mêmes avaient réussi à trouver
Voilà, le gel, on a réussi à en trouver, alors là, grâce au concours des pharmacies locales. Le masque sur la voie publique, mais inciter les gens à le faire. Il y avait vraiment une démarche d'accompagnement, distribuer des masques à l'entrée, faire de la pédagogie. Et on voit en fait que les gens l'ont respecté. Et il n'y avait pas cette ambiance anxiogène, il y avait quand même une ambiance vacances, mais responsable. Enfin, quand les gens, on voyait que les gens le portaient. Il n'y a pas eu de débordement. Non. Il n'y a pas eu de débordement. On a fabriqué des masques. On en a acheté. Après, bon, l'État nous en compense une petite partie, mais nous, on a fait notre propre constat. À partir du confinement, on n'a pas attendu que tout tombe. On n'a jamais manqué d'équipement de protection. Voilà. Ça a été un casse-tête, mais en même temps, ça n'a pas été non plus une complication extrême, que toutes les consignes sanitaires soient respectées. Donc, du gel hydroalcoolique dans chaque bureau de vote, à l'entrée, les assesseurs, donc les personnes qui sont derrière l'urne, avec des masques, et puis avec un espacement, donc il fallait veiller à un espacement entre chaque électeur, mais il y a eu quand même une abstention importante. Non, alors nous on n'a eu qu'un tour, c'était le 15 mars. J'avais même envie de dire que le jour du 15 mars, c'était sûrement l'endroit qui était le mieux équipé. Les gens avaient des masques, les gens avaient du gel. La seule chose qu'il ne faudra pas oublier, un niveau d'abstention quand même qui n'a jamais été vu et donc qui pose nécessairement question. Mon équipe était mobilisée, donc on a pu tenir les bureaux de vote. Par contre, effectivement, c'est l'abstention qui interroge et qui pose souci. Et nous, on avait déjà intuité quelques gestes qui nous étaient recommandés. D'ailleurs, ceux-là, par contre, par l'État, tout n'était pas mis en place. On n'avait pas le port du masque, par exemple. Les premières élections, les services ont bien organisé tout ça. Pour le deuxième tour, on a fait ce qu'on a pu avec notre matériel, avec les recommandations qui nous étaient données par les services de l'État. La difficulté, ça a été de trouver des assesseurs. Au final, il y a très peu de gens qui se sont déplacés, ce qui rend d'autant plus difficile aujourd'hui le positionnement de l'équipe qui a été élue. Avec des préconisations, notamment d'orientation des isoloirs, du gel pour chaque personne, des stylos que les personnes devaient amener elles-mêmes. Non, c'était facile. Les élections, c'est dans les lieux publics qui accueillent du public, donc ils sont aux normes ERP. On nous a donné des consignes, par contre, pour mettre en place l'organisation du scrutin du 15 mars. Assez précise, avec un schéma. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a rassurés, ça a été plutôt facile. Heureusement, je dis qu'ils ont laissé en place les maires, même quand il y avait un second tour. Oui. Pas que les nouveaux soient incapables, que là, ça a été bien fait de laisser les maires en place. On a appliqué un protocole important. Il fait 61% de participation. Grosse mobilisation, on avait renforcé les postes, on a appliqué les protocoles. Oui. Si on peut engager sa responsabilité, le mieux c'est de ne rien faire. Et encore, on peut voir engager sa responsabilité parce qu'on n'a rien fait. Les habitants eux-mêmes ont tous considéré que les maires avaient fait le boulot, quoi. Mais ensuite, après, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que je le vois par exemple sur la fermeture des commerces. J'ai reçu beaucoup de lettres en disant « mais pourquoi vous fermez les commerces ?» J'expliquais que c'était pas moi qui avais décidé de fermer les commerces. Donc parfois les gens ne distinguent pas, parce qu'il n'y a pas la culture institutionnelle suffisante, qui fait quoi dans un pays. Et donc on va nous reprocher des choses qui dépendent pas de nous, quoi. Ça c'est quand même un grand classique. Je crains jamais d'engager ma responsabilité, je le fais. Les décisions sont prises en mon âme et conscience, en concertation avec mes élus, avec mes services. Alors évidemment, engager notre responsabilité sur la façon dont on a géré, on a toujours essayé de faire au mieux. Oui, on engage notre responsabilité, mais on le fait tous les jours. Là, plus qu'avant, c'est plutôt, voilà, est-ce qu'on aurait dû aller remplacer l'État là où on le trouve défaillant? J'ai pas la réponse. Jamais. Que ça soit les masques que je suis allé chercher, que ça soit les masques que j'ai donnés aux infirmières. Voilà, est-ce que j'avais le droit de le faire? Et je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était un devoir. Si vous voulez pas avoir de responsabilité, mais vous n'êtes pas maire. Après, quand on prend des décisions, il faut les assumer. C'est s'exposer, forcément. Personnellement, je me suis dit que ça serait quand même fort de café demain. Si on a un cas de contamination, on soit assigné devant les tribunaux. Je me suis dit que ça serait même intéressant d'y aller et qu'on avancerait après sur effectivement les responsabilités partagées des uns et des autres. Donc sur le fond, j'étais pas inquiète. Ah mais tous les jours, avant le Covid et encore plus pendant le Covid. Parce que par exemple, il y a des associations qui veulent que je passe outre l'arrêté de Madame la Préfète, ce que je ne ferai pas. Si j'applique pas l'arrêté de Madame la Préfète, si moi dans mes organisations de services, je ne prends pas toutes les mesures,
Si je ne désinfecte pas, oui, je pense que ma responsabilité, si c'est prouvé, après faut-il le prouver. J'ai jamais craint pour ma responsabilité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit juridique, qu'elle soit physique même. Le rôle de l'élu, il est parfois de prendre entre guillemets des risques et de se dire que c'est pour l'intérêt général qu'on fait ça, c'est pas pour l'intérêt personnel. Bien sûr que j'ai pu craindre d'engager mon responsabilité quand on réouvrait, etc. J'ai jamais rien pris d'illégal, jamais. Et puis, toujours se souvenir qu'il ne faut pas voir le maire que comme un responsable d'administré, c'est aussi un responsable d'agent. J'ai conscience, je sais que ça fait partie de la fonction de maire, mais que ce soit le Covid ou pas le Covid. Hein. Donc c'est tout le temps, un maire, il se lève le matin, il ne sait pas s'il se couchera dans son lit le soir. Ça peut arriver, hein. Enfin, je veux dire, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas... L'application du confinement risque d'être beaucoup plus compliquée, parce que là, la docilité des gens, on ne va pas la retrouver partout. Hein. J'y pense parce que je pense que ça risque d'arriver. Je vois ce qui s'est passé avec les habitants, comment ils ont vécu et les séquelles qu'il peut y avoir sur certains. Je me dis que si ça recommence, il faut effectivement que j'anticipe, ne serait-ce qu'aussi qu'au niveau social, les personnes en difficulté financière. Donc voilà, tout ça, oui, j'y pense. Non, toujours pas. Toujours pas. Je dirais que c'est l'inverse. Quand on était au centre de l'actualité, tout le monde venait nous voir et on avait besoin de personne, tout le monde était là. Hein. Maintenant, le virus, il est partout et l'aide, elle est certainement dilapidée entre tous les feux qui se sont ouverts et on les ressent beaucoup moins ici. L'aide. Oui. On a changé de directeur d'ARS. La préfète organise toutes les semaines une concertation auquel on est convié, auquel il y a quelques collectivités. Il y a ça y n'était pas la première fois. Il y a beaucoup plus d'échanges. Nos DGS également, donc nos directeurs généraux de services de chacune des communes là, ont également des visios régulières. Donc ils ont même créé une foire aux questions. Et du coup, quand il y a un DGS qui a une interrogation ou qui met en place quelque chose avec un type d'arrêté, il le poste sur la foire aux questions et ça permet aux autres d'être informés. Dans ces moments-là, l'État doit être fort. C'est pas là, moi, que je demande une décentralisation. Dans une pandémie, l'État doit prendre des décisions. C'est pas là qu'on demande de la décentralisation. C'est dans notre relation maire-préfet, dans la gestion et le développement de nos communes au quotidien. Donc à nous, sur le terrain, d'être des bons soldats de la République. C'est pour ça qu'on s'est engagé. On verra après, quand ça sera terminé. Oui, on peut dire que les choses ont été... on sentait qu'il y avait un peu plus de rodage. Ce que je vous disais, effectivement, on avait des communiqués des maires de France un petit peu en amont. Et puis nous, on avait l'habitude, en fait, on avait pris le protocole sanitaire. Voilà, on se demandait qu'est-ce qui allait changer par rapport au premier confinement, mais c'était pas des choses nouvelles pour nous. Il y a vraiment eu une différence de gestion globale entre le premier confinement et le deuxième confinement, en fait. Le deuxième confinement était beaucoup plus difficile que le premier. On a bien vu la grogne des élus locaux et j'en ai fait partie, non pas en disant mon grogne, sur le fait de dire à un moment ou à un autre, faites-nous confiance. Voire fichez-nous la paix, donnez-nous des directives, permettez-nous d'anticiper. Là, les lois de centralisation ont été faites pour ça. Elles ont été faites pour faire confiance à un échelon local. Le deuxième confinement, on avait quand même l'expérience du premier. Le fait que les écoles restent ouvertes, c'était très important. Donc, le deuxième, on était préparé. Moi, mon inquiétude, c'est aujourd'hui, bien sûr, mais c'est demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je suis sûr que demain, je connais quand même pas mal de restaurateurs et d'entreprises, elles vont fermer. Donc moi, ma crainte, c'est plutôt presque le deuxième semestre 2021. C'est aujourd'hui la question principale, en tout cas, qui pour moi se pose. Si l'État ne comprend pas ça, ce pays ira pas mieux. Je plaide pour que cette crise, d'un point de vue institutionnel, soit l'occasion d'un profond acte et réel acte de décentralisation. L'État est puissant et pertinent quand il s'agit des sujets qui sont régaliens. Il perd, pour moi, en efficacité dès lors qu'on est dans des choses qui ne sont pas de son niveau. Et je pense que les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions, sont le bon échelon pour ça, la métropole bien sûr. Pour moi, la place du maire et l'échelle de la commune est vraiment le premier maillon de la République en fait, et de tous les services publics, de la solidarité, voilà. Donc c'est bien qu'on ait un État central, bien sûr, hein, je suis français avant tout, hein, mais on s'aperçoit effectivement de l'importance de la commune. Le climat, la crise sanitaire et aussi ce qu'on subissait avec le terrorisme, l'état d'émoi dont était le pays, dans lequel étaient nos administrés. Je pense que les maires, nous, on ne devait pas en rajouter. Et vraiment, même si effectivement, au fond de moi, je connais des choses que je ne comprenais pas ou sur lesquelles je n'étais pas d'accord, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on fasse corps. Voilà. On a ouvert une plateforme qui s'appelle Imaginons le monde d'après, qui a quelques
contribution, mais c'est relativement modeste pour l'instant. On a demandé aux gens effectivement, est-ce qu'on peut pas avoir une réflexion collective justement, qui va peut-être redéfinir la façon dont on a d'administrer les villes. Et je pense qu'il faut le faire avec eux. Pour beaucoup de raisons, et en particulier pour des raisons démocratiques, moi je pense que les ARS devraient être pilotées par les régions, devraient être décentralisées et pas seulement déconcentrées. Et on l'a vu, les administrations déconcentrées, ils regardent au-dessus d'eux quelles sont les directives qui tombent, au lieu de regarder autour d'eux ce qui se passe et comment on peut travailler ensemble. Moi je pense que si c'était les régions qui avaient géré les masques, on n'aurait pas eu la catastrophe qu'on a eue. J'espère bien, je pense que nombreux exemples ou cas, l'État aurait dû nous demander d'abord notre avis, qui sur le terrain est extrêmement important. Il y a sûrement les préfets. Enfin, je ne me fais pas d'illusions sur la disproportion des forces entre l'État et une ville. Ça a développé aussi chez nous, comme partout, je pense, tous les réseaux sociaux qui ont été soit malfaisants avec certaines fake news, mais aussi très utiles finalement, que ça soit au maire que je suis ou à la population. Même si avec tous les réseaux sociaux, on n'a pas touché, on ne peut pas toucher toute la population. Mais je pense que ça a été quand même très important. Moi, j'ai pu faire passer un certain nombre de messages que vous retrouvez aussi sur Facebook. Il n'y a pas de global sans le local. Pourquoi on ne nous a pas fait confiance ? De faire le choix le plus approprié à la situation et aux enjeux. Voilà. À l'avenir, la leçon qu'il faudrait qu'on tire de ça, c'est que l'État n'a pas le choix. Il est obligé de faire confiance aux acteurs locaux de terrain qui sont aussi des responsables politiques. Enfin, je veux dire, voilà, d'abord parce qu'on a été élus, les gens nous font confiance. Et puis parce que de toute façon, le maire, il est responsable pénal de, vous savez bien, de tout. Alors autant j'aimerais plus de décentralisation dans la vie de tous les jours, autant sur des problématiques de pandémie, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vision nationale. Donc je pense qu'il faut une ligne directrice pour des événements de ce type-là. Des fois c'est compliqué pour les collectivités, quand on exige de nous beaucoup de choses et qu'on voit que l'État n'a pas les mêmes exigences pour lui-même. C'est surtout le local qui a tenu. Qui a géré plus efficacement. Oui. Ouais. Comme souvent en cas de crise, c'est le local parce qu'on connaît nos populations, on connaît nos villes. On a beaucoup renforcé la communication numérique, nous. Et donc là, on a mis en place un site qui donnait un certain nombre d'informations qui étaient celles de la culture scientifique. Les collectivités territoriales ont été vues pendant très longtemps comme très dépensières. Et là, on s'aperçoit finalement que le pouvoir de la proximité appartenait aux communes et qu'il est aujourd'hui indispensable pour un État de compter sur ces quelques 35 000 communes. Le souci, c'est que localement, quand il faut aller aider, quand il faut aller porter assistance, quand il faut assurer un portage de repas, l'État, il ne peut pas le faire, ça. On s'est rendu compte que les mairies étaient la porte d'entrée de l'administration. Il y a, je pense, un échange à avoir qui soit plus en amont des choix stratégiques qui sont faits par l'État, plutôt que de nous l'imposer. Les collectivités territoriales ont été un petit peu sacrifiées sur l'autel de l'économie parce qu'il y avait une phobie de la dette publique, il fallait absolument la réduire. Les mairies étaient pointées du doigt, alors que 60% de la dette publique n'est pas issue des mairies, mais c'est bel et bien l'État lui-même qui n'est pas très vertueux en ce domaine. Je pense qu'on aurait gagné beaucoup en efficacité si on avait davantage décentralisé notre action, mais pour là comme pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une réactivité beaucoup plus importante des collectivités territoriales que de l'État. Mais dès le départ, ça aurait été plus simple de dire, écoutez, on pense que vous êtes plus réactifs que nous, donc allez-y, à la limite, on vous accompagne financièrement. Bon, voilà. Je pense qu'on aurait gagné beaucoup de temps.